Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore. Alors à l'heure où je poste cette vidéo, peut-être qu'on sera déjà début février, voire mi-février, je ne sais pas, peut-être. J'ai pris beaucoup de retard sur les vidéos. Il y en a une que j'avais tournée courant Noël sur un thème de Noël et au final on est actuellement quand on tourne, on est le 22 janvier et elle n'est toujours pas finie de monter. Voilà. Donc je ne sais pas quand sort cette vidéo, mais c'est pas grave, je voulais la faire quand même et puis je me dis au pire même si je la sors en juillet c'est pas très grave. Alors aujourd'hui on se retrouve parce que je voulais faire un petit bilan 2024 on va dire, sauf que on va dire que sur ma chaîne à part des bilans livresques ou cinématographiques, j'ai jamais fait grand chose en fait, mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler un peu de mes lectures de cette année. Alors il faut savoir que j'ai commencé à reprendre vraiment la lecture vers février 2024 je crois, donc début d'année il n'y aura pas grand chose en fait et je les ai notés dans mon petit carnet Pikachu que vous voyez là, et j'ai noté en fait mes lectures par mois, même si je vais juste vous les lister normalement. J'ai mis une petite note et puis voilà, je vais vous en parler assez vaguement parce que il n'y en a pas tant que ça. J'ai une petite pile à côté de moi. Alors j'ai pas tous les livres avec moi parce qu'en fait il y en a que j'ai lus en emprunt en bibliothèque et il y en a que j'ai chez ma maman et il y en a aussi d'autres qui sont, je sais pas si vous allez voir peut-être plus de ce côté là, derrière moi. Donc de là on a les mangas ici. Et on a Hannibal aussi ici, donc je vais vous en parler. Mais voilà. Donc voilà, j'ai quelques exemplaires à mes pieds à côté, une petite pile que je vais pouvoir vous montrer, mais le reste je vous mettrai, je pense, une petite affiche de la couverture. Voilà, on peut commencer. Alors le tout premier vrai roman que j'ai lu de l'année 2024, c'était Ella et les 4 royaumes de Thiboudou Boudou, du coup, donc Marilyn Bro, donc qui est ma youtubeuse de cœur depuis que j'ai genre 13 ans. Je voulais absolument tester son roman, donc il est plutôt gros, ça va. Donc c'est très sympa. Alors je me souviens plus exactement parce que ça faisait un petit moment. Alors je l'ai noté 15 sur 20 parce que je crois que c'est du jeunesse il me semble, et c'est vrai qu'à lire le jeunesse j'ai l'impression que c'est un petit peu moins ma cam qu'avant. Mais voilà, donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille je crois qui voit qu'il y a un peu des embrouilles entre les royaumes et du coup elle va partir à cheval pour aller se faire réconcilier les royaumes. C'est très mal expliqué, je suis désolée. Mais voilà, c'est très sympa, je crois qu'il y a à peine 300 pages, c'est écrit gros et puis c'est du jeunesse donc ça se lit très vite, c'était très sympa. Donc ouais, moi j'ai mis un petit 15 et puis j'étais surtout très contente en fait d'avoir découvert le roman de Thiboudou Boudou. Voilà. Alors ensuite j'ai lu le roman sur lequel j'ai fait une grosse review, donc Le Château solitaire dans le miroir, que je n'ai pas ici parce que je l'ai prêté à ma maman et du coup il est chez ma maman. Je suis triste parce que le livre est super beau, je vous mettrai la couverture. En plus moi je crois que j'ai eu un petit défaut dans le livre parce que je n'ai pas retrouvé ça dans les autres livres du rayon quand j'ai fouillé. En fait il y a des espèces de pages avec les dates il me semble, donc B etc. Et en fait sur certaines pages il y a la page comme ça et en fait la page était coupée en deux avec une forme un peu de dents comme vous savez les ciseaux qui ont les petites dents, les petits motifs etc. Comme si ça avait été collé par-dessus la page en fait, donc il y a une moitié de page de cette taille à peu près avec les petites dents là, et en dessous il y a le reste de la page, donc ça n'empêche pas de lire. Du coup je me suis dit bah c'est rigolo, c'est peut-être une édition spéciale, et en fait les autres romans n'ont pas ça. Donc je crois que c'est un truc, une mauvaise production, mais en fait ça rend super bien je trouve dans le livre, c'est dommage que je puisse pas vous montrer. Peut-être si d'ici là je fais une photo de... Je vous mettrai ici si jamais j'ai réussi à faire une photo des pages. Et oui, du coup, pour en revenir au roman lui-même, je pense que c'est mon gros coup de cœur de l'année, même si j'en ai eu beaucoup d'autres qui vont venir par la suite. C'est du jeunesse, je crois quand même, mais l'histoire est quand même vachement difficile. Pour vous situer un petit peu, en gros, c'est au Japon, c'est une petite fille qui est déscolarisée de la primaire, du collège, parce qu'elle est harcelée, etc. Donc elle est déscolarisée. Et en fait, un jour, son miroir dans sa chambre, donc son miroir sur pied, il se met à briller et du coup elle est happée par le miroir et de l'autre côté du miroir il y a un immense château sur une grande falaise perdue au milieu de nulle part, et en fait elle rencontre une petite fille, je crois que c'est Mademoiselle Lou il me semble, qui a un masque de loup et une petite robe rouge. En fait si je me souviens bien, elle va rencontrer 5 ou 6, je sais plus, autres adolescents de son âge à peu près, qui eux-mêmes sont déscolarisés pour diverses raisons. Et en fait, je crois qu'ils ont 1 an à passer dans ce château quand ils veulent, donc juste entre eux, complètement coupés du monde. À côté de ça, ils peuvent aussi chercher des clés, il me semble, pour ouvrir une porte secrète, je sais plus les temps, une porte de l'horloge ou quelque chose comme ça. Mais ouais, c'est un côté fantastique et très enfantin parce qu'on est dans la tête de la petite fille, je crois que c'est Kokoro qu'elle s'appelle, elle doit avoir 12 ans, donc on est dans sa tête et c'est vraiment, on découvre un monde magique et c'est trop mignon et c'est très fort. Il y a beaucoup de thèmes assez compliqués
le harcèlement, etc. Harcèlement sexuel, etc. Aussi, déscolarisation, c'est pas facile, mais c'était vraiment adorable, trop mignon. Donc pour le roman, j'ai mis 20 sur 20, vraiment, je ne me voyais pas mettre moins en fait, je me tâte vraiment même à le relire déjà, alors que ça fait même pas un an que j'ai lu, mais vraiment je pense que c'est mon coup de cœur de l'année. Mais j'ai aussi lu le manga qui est ici. Franchement, si jamais vous n'êtes pas très chaud, bon je l'ai déjà dit, je vais raccourcir, si jamais vous n'êtes pas très chaud de lire des gros romans, les mangas sont super, moi j'ai mis 18 sur 20, parce que vraiment j'ai adoré. Et vraiment le manga il m'avait vraiment beaucoup plu. On retrouve cette essence, en plus on a le visuel donc forcément ça ajoute quelque chose. Et franchement je conseille aussi beaucoup le manga. Voilà, donc le roman 20 sur 20 et le manga j'ai mis à peu près 18-19. Alors maintenant on a une lecture un peu plus particulière parce qu'on n'est pas vraiment sur du roman, on est sur... Je saurais pas trop comment noter ça, c'est un espèce de petit album en fait. Oui, faites pas gaffe au post-it dégueulasse, c'est le petit guide illustré du TDAH que j'ai trouvé super intéressant en fait. Je me baladais dans les rayons de la FNAC, niveau psychologie tout ça, et j'ai vu ce petit album là, et franchement je l'ai beaucoup aimé. Pour vous montrer un peu, en fait c'est une jeune femme, je ne sais pas quel âge elle a, la trentaine je pense, qui parle de son trouble du coup du TDAH. Ceux qui savent pas, aller faire une petite recherche, mais c'est trouble déficit, bon c'est noté ici, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc je vous laisserai faire vos propres recherches. Mais donc elle recense en fait un peu plein de choses sur ses propres symptômes en fait, qu'il y a des petits dessins où elle explique un peu comment elle s'en sort et comment elle vit son trouble au quotidien, avec des conseils, des choses comme ça. Et en fait, c'est super bien amené. C'est très doux parce qu'en fait, c'est une personne atteinte qui en parle. Donc on n'est pas sur quelqu'un qui fait des recherches ridicules qu'il trouve sur internet et qui met ça en livre en fait pour nous balancer un peu ce qu'il veut en guise, en échange d'argent quoi. Là on est vraiment sur une fille qui raconte un peu son parcours avec ce trouble là, et je trouvais ça super intéressant même si vous êtes pas, même si vous n'y connaissez rien. Franchement c'est pas très long, c'est super joli, super bien décoré comme je vous l'ai dit, vous voyez, c'est avec des petits dessins etc. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai mis 20 sur 20 parce que moi j'ai adoré le lire et retrouver des choses qui me concernent un petit peu, etc. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, j'ai trouvé ça super bien amené, donc je vous le conseille. Voilà. Ensuite, nous passons évidemment au tome 1 du Clan Bennett, le Chant du Loup, donc je ne l'ai pas avec moi parce qu'il est juste là dans mon décor, donc j'avais pas envie de tout casser pour la vidéo, mais je vous remettrai la couverture ici. Mais de toute façon j'ai fait une review dessus sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai les liens de la review et également celle du coup du Château Souhaitable dans le miroir, et je crois qu'il y en a peut-être un ou deux, je sais plus, mais je vous mettrai les liens des vidéos concernées. Je vais faire un peu plus concis, mais franchement pareil, Clan Bennett tome 1, donc le Chant du Loup. Franchement, je pense que c'est un de mes gros coups de cœur aussi avec le Château Solitaire dans le miroir. J'ai mis un bon 19 parce que c'est vrai que j'ai eu des moments un peu plus... bon, c'est du adulte, hein, il me semble que c'est du adulte, donc c'est un peu plus compliqué à lire entre guillemets. Mais l'histoire avec les loups-garous, etc., c'est vraiment touchant, incroyablement touchant. Donc pour rappeler, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo dessus, le Clan Bennett, c'est en fait l'histoire de Ox qui déménage avec sa maman vraiment dans un endroit hyper reculé, avec la forêt, etc. Et il rencontre un petit garçon qui s'appelle Joe, qui a je crois 10 ans au début et lui doit en avoir 16 ou 17. En fait il se lie très vite d'amitié avec ce petit garçon, et du coup au fur et à mesure Ox finit par se faire accepter par la famille. Moi ça m'a toujours fait un peu penser à Twilight dans ce côté-là, famille Cullen, etc. qui sont vraiment famille à 100% et qui acceptent Bella, bah ça m'a un peu fait penser à ça, qui inclut Ox dans la famille, et en fait il découvre que c'est une famille de loups-garous. Donc c'est très très mignon, c'est une histoire d'amour. Alors évidemment Joe grandit parce que à 10 ans on va pas faire une histoire d'amour, on est d'accord. Donc il grandit, il y a une histoire d'amour entre Ox et Joe, donc Ox qui est humain et Joe qui est loup-garou, donc forcément ça... Enfin loup-garou en plus qui doit, il me semble, être alpha plus tard, donc il a beaucoup de responsabilités, etc. Et c'est extrêmement touchant, extrêmement drôle, j'ai pleuré de rire, j'ai pris en photo des moments où je pleurais de rire, où j'ai pleuré tout court, c'était trop triste. Et l'histoire m'a touchée vraiment en plein cœur, j'ai acheté le tome 2 directement après et je l'ai mangé tout aussi vite. Voilà. Alors passons ensuite à ACOTAR, donc un palais d'épines et de roses, donc ACOTAR c'est le réduit. Alors j'avais acheté le tome 1 en premier parce que j'en avais entendu beaucoup de bien, surtout aussi de Tiboudouboudou qui trouve que ACOTAR est une de ses sagas préférées, notamment le 2 que j'ai aussi mais j'ai pas encore fini, il est en suspens depuis des mois, il faut que je le recommence à zéro je crois, mais c'est pas le sujet. Donc un palais d'épines et de roses qui est une sorte de réécriture de La Belle et la Bête en fait, avec une jeune fille je crois qui s'appelle Fer, je ne sais pas comment on prononce, mais F-E-Y-R-E, qui
En gros, vit dans une famille très très pauvre, etc. Et un jour, elle tue, je crois, un espèce de loup particulier. Ah oui, c'était pas juste un loup, c'était un faille en fait. Et du coup, un jour, il y a Tamelin, donc je lis un peu derrière pour me souvenir, parce que je l'ai lu au début d'année du coup. Donc Tamelin, qui est un grand seigneur faille en fait, qui vient chercher Fer pour qu'elle soit punie en fait d'avoir tué un des failles. Donc il l'emmène dans son palace, dans sa demeure, où elle est... c'est un peu une cage dorée en fait, elle est emprisonnée, elle n'a pas le droit de retrouver sa famille, mais elle est traitée comme une princesse un petit peu. Donc j'avoue que les 2 tiers, bon, oui les 2 tiers, j'ai eu un peu du mal parce que j'aimais beaucoup, mais déjà j'ai beaucoup de mal avec les héroïnes fortes, machin, combat et tout. C'est super, hein, que ça fait pas toujours des femmes sensibles qu'il faut qu'on protège, c'est pas ce que je dis, mais je trouve que parfois elles font un peu le cliché insolente, etc. Alors qu'il n'y a pas besoin d'être chiante et insolente pour être un personnage fort, bref. J'ai trouvé... Bon après c'est le tome 1, donc elle est peut-être encore un peu jeune et elle grandit sûrement dans les autres tomes. Mais j'étais un peu sceptique pendant ouais, les 2 tiers. Et en fait le dernier tiers, il y a une espèce de gros événement avec une bataille, etc. Et elle m'a beaucoup impressionnée, j'ai beaucoup aimé la façon dont le personnage est traité ensuite. Donc vraiment au début j'aurais mis allez, 15 sur 20. Et puis je crois qu'à la fin du coup j'ai mis un 18. Non, pas pourquoi, mais je vous le recommande. J'ai commencé le tome 2 mais je l'ai pas fini, il faudrait que je le recommence parce qu'il y a Rysand, etc. Apparemment c'est le meilleur tome. J'étais en panne de lecture donc je l'ai un peu bâclé. Je vais le reprendre mais le tome 1 déjà est plutôt sympa, du coup ouais, je le conseille. Alors ensuite j'ai une lecture qui compte qu'à moitié parce que c'est tout simplement Freaking Romance. Donc j'en avais parlé dans mon récapitulatif des meilleurs webtoons, on va dire. Pour le coup, en fait, ce webtoon-là, je l'avais découvert sur le site webtoon à l'époque, donc je sais plus en quelle année c'est sorti, peut-être 2021, quelque chose comme ça. Donc je l'avais lu en ligne en fait, et je casse la lampe à chaque fois. Il y a une édition papier, d'ailleurs absolument magnifique, je le redis, hein, mais vraiment, je vous remontre un peu l'intérieur, comment c'est trop beau. Et concrètement, ouais, c'est super beau. Donc j'avais acheté la version papier parce que c'est un de mes webtoons préférés, donc je voulais avoir l'objet de collection. Mais du coup, je l'ai relu et j'ai mis 19 parce que vraiment, même note que... Enfin c'est exactement pareil que le webtoon en ligne hein, finalement. Mais j'ai adoré, donc je le redis pour ceux qui n'ont pas vu la review webtoon. Donc en fait c'est une fille qui s'appelle Zilith, donc qui est là de dos, mais ouais, on la voit ici qui fait dodo. Elle a été jetée dehors par ses parents en fait, donc elle trouve un appartement pas cher, etc. En fait elle veut devenir, je crois, créatrice de webcomic quoi. Et en fait elle doit faire un concours, il me semble, sur une histoire d'amour, sauf qu'elle est mauvaise dans l'histoire d'amour parce que l'amour ça lui réussit pas, etc. Sauf qu'un beau jour, elle se rend compte qu'en fait il y a quelqu'un d'autre qui habite dans son appartement, donc Zélan qu'on voit juste ici. J'essaie de trouver une page où on le voit un peu mieux. Ah bon voilà, bon c'est une page à ne pas prendre en compte. Mais voilà Zélan, mystérieux garçon qui apparaît dans son appartement alors qu'elle y vit depuis un mois, je crois, un truc comme ça. En fait, c'est une histoire paranormale qui explique en fait que c'est un espèce de fantôme, on sait pas d'où il vient, on sait pas pourquoi il est là, et ils vont vivre une petite histoire d'amour. Voilà. Alors désolé, j'ai avancé un peu vite pour ceux à qui j'ai déjà fait des reviews parce que je vais pas en reparler à chaque fois. Du coup, on passe tout de suite au Clan Bennett tome 2 qui est du coup juste ici que je... Oui, c'est ça, juste ici, que je ne peux pas sortir parce que ça va tout abîmer ma déco et j'ai pas envie. Donc le tome 2, j'ai eu un petit peu plus de mal à l'avaler que le premier, parce que je trouve que les tomes 1 pardon, sont toujours les meilleurs de toute façon, en règle générale bien sûr. Et c'est vrai que j'ai retrouvé vraiment ce côté que j'avais adoré, mais il y avait un truc en moins, je ne sais pas, peut-être que j'étais en panne de lecture, ou peut-être que je venais de me taper le tome 1, donc forcément enchaîner avec un deuxième tome ça faisait beaucoup, surtout que celui-là, je crois être un petit peu plus gros, de faire 100 pages de plus. Donc il est un peu plus conséquent, mais j'ai quand même mis 17 parce que l'histoire est vraiment trop mignonne et j'ai surtout retrouvé mes persos dont j'étais vraiment super fan. J'ai pas fait de review sur celui-là parce que, voilà, comme j'explique, j'en ai pas trouvé la nécessité, mais si vous avez aimé le tome 1, vous aimerez le tome 2. Alors ensuite, je fais pause 2 secondes pour vous dire que j'ai complètement oublié de vous dire que j'avais lu les 18 tomes de la saga de Monster, le manga de Naoki Urasawa. J'ai vraiment lu les 18 tomes cet été, là, entre juin et septembre, et c'était prévu que je vous le dise parce que j'ai complètement adoré, j'ai mis un bon 18 et j'ai commencé l'anime, etc. Je sais pas pourquoi j'ai oublié, voilà, du coup je vous le dis maintenant. On est donc sur une enquête policière en Allemagne, je crois, avec un médecin qui a sauvé la vie d'un enfant qui s'est pris une balle dans la tête, mais qui, genre 10 ans plus tard, est devenu un grand criminel. Et du coup, il y a une enquête, tout ça, donc franchement, c'est trop bien. Plein d'émotions, plein d'actions et tout, donc vous allez adorer. Voilà, je vous le conseille et je vous laisse pour la suite. Gros bisous!
Ensuite, des lectures qui ne comptent pas trop non plus, j'ai lu les tomes 1, 2 et 3 de La Rose écarlate en bande dessinée, donc je vais vous mettre ici. Je les ai pas parce que je les ai empruntés en bibliothèque. En fait, c'est une BD que j'avais lue déjà au collège et que je relis tous les 3-4 ans parce que c'est ma BD préférée, je pense. Du coup, je l'avais relue, donc je l'ai notée, mais je la connaissais déjà. Donc c'est une jeune fille, Maude, qui est à Paris, qui du jour au lendemain son père se fait assassiner et en fait il lui lègue en mourant un espèce de cahier de voyage ou je ne sais quoi. Et son assassin en fait vole ce cahier et s'en va et du coup elle part à la recherche de l'assassin pour récupérer le cahier et découvrir un peu le monde, etc. Et surtout pour se venger de la mort de son père. Et sur la route elle rencontre un aristocrate, Guilhem de Landry je crois, qui est comte, il me semble, comte Guilhem, c'est ça. Et du coup il l'accompagne dans ses aventures, etc. parce qu'il est un petit peu rebelle aussi, il est très bon à l'escrime et du coup il l'accompagne et puis ça fait une jolie histoire d'amour au temps un peu ancien, français, etc. Donc il y a de très beaux paysages, etc. C'est dommage que je peux pas vous montrer. Je mettrai peut-être des petites photos si je trouve. Des pages sont vraiment super jolies et c'est ma BD préférée. Ensuite j'ai lu quelques mangas, alors je vais les passer un petit peu vite parce que moi faut savoir que la plupart des mangas que je lis c'est des animés que j'ai déjà vus en fait, donc je vois d'abord l'animé et si ça me plaît je lis le manga après, je cherche pas pourquoi. J'ai d'abord lu le tome 1 de Dr Stone, donc j'ai reçu le tome 2 et 3 à Noël, donc je les ai à côté, mais en fait le tome 1 j'avais emprunté en bibliothèque. J'avais déjà vu l'animé, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est très très connu Dr Stone, hein, mais à notre ère, il y a d'un coup une espèce de vague qui emporte toute la terre sur son passage et qui transforme tout le monde en pierre. Et en fait, je crois qu'il y a quelque chose comme 3000 ans qui passent ou je ne sais quoi. Et en fait, il y a dans le personnage principal, donc Senku, qui se réveille de sa coquille de pierre et qui a compté, en fait, à partir du moment où il s'est endormi, du coup, il a compté les secondes en sachant, en se réveillant à quelle date ils sont, donc il sait à quelle date ils sont. Et en fait, il décide, parce que c'est vraiment un petit génie, il sait tout par cœur, il est trop fort en sciences, etc. Et il veut recréer le monde, il veut repartir de zéro pour refaire les étapes, pour retrouver l'humanité. Il refait les étapes, mais beaucoup plus vite parce que lui il connaît les techniques alors que nous à l'époque on les connaissait pas, donc il fait le feu, il fait du verre, il fait à manger, il fait du vin, etc. Il refait tout plein d'étapes pour retrouver la civilisation et il fait ça avec d'autres personnes. Vraiment je vous conseille de regarder l'animé parce que l'animé est super, j'ai pas lu le manga en entier du coup, j'ai lu que le tome 1, les dessins sont magnifiques, c'est incroyable, mais je vous conseille d'aller voir l'animé aussi. Alors ensuite j'ai lu les tomes 1, 2, 3 et 4 de Orange, donc pareil j'avais regardé l'animé par contre il y a quelques années déjà. Et je me suis mis à lire le manga parce qu'il est assez court et j'avais vraiment adoré l'animé. Donc c'était très mignon, donc pour ceux qui connaissent pas Orange, je crois que c'est un shoujo, hein, c'est très sensible, très mignon. En fait c'est une fille, c'est Nao, qui se réveille en fait un matin et elle trouve une lettre dans sa boîte aux lettres. Et en fait c'est une lettre d'elle-même qui s'écrit à elle du passé, donc en fait la elle actuelle trouve une lettre du futur, de sa future elle de dans 10 ans, et en fait elle lui donne une liste de tous les événements qu'elle veut corriger pour effacer ses regrets, parce qu'en fait dans 10 ans, un de ses meilleurs amis de sa bande de copains va mourir, et du coup elle pense qu'il y a tout un cheminement de choses qui fait qu'il est mort, et du coup elle veut s'empêcher 10 ans dans le passé de faire ces erreurs-là, donc on la revoit au lycée lire sa lettre pour éviter la mort de son ami, et c'est très très touchant. Franchement, regardez l'animé, il m'a fait pleurer, c'est très mignon, c'est très beau, regardez-le. Pour continuer sur les mangas, donc j'ai déjà vu l'animé, j'ai lu Death Note, donc que le tome 1 et 2, parce que c'est mon premier animé, mon animé préféré, et je n'ai jamais lu le manga, du coup je trouve ça un peu honteux, donc j'ai lu le tome 1 et 2 en médiathèque. Vraiment aussi incroyable que l'animé, j'ai peut-être plus accroché à l'animé, parce qu'en général je suis plus animé que manga, parce que je trouve que l'ambiance sonore, etc., et visuelle, elle est plus forte, je trouve, en animé qu'en manga. Mais le manga est super, donc moi c'était l'édition normale, hein, pas la blague édition quoi. C'est aussi génial qu'à chaque fois. Lisez Death Note, regardez Death Note, mais faites un truc, mais il faut que vous connaissiez Death Note. Pour ceux qui ne connaissent pas, même si c'est rare, on est sur Light Yagami, un garçon au lycée au Japon qui un jour tombe sur un cahier de la mort, un Death Note, où si tu écris le nom d'une personne dans le cahier, elle meurt. Sauf que ce garçon-là, il est très intelligent et un peu visionnaire, et il se dit je vais commencer à supprimer tous les criminels de cette planète. Donc il écrit plein de noms, sauf que forcément, quand on tue, même si c'est pas de nos propres mains, quelqu'un, ça fait nous-mêmes un criminel, et du coup, il y a elle, le plus grand détective du monde, ou du Japon, je crois que c'est du monde, qui se met sur cette enquête pour trouver qui est Kira, donc Kira qui est le nom de code de Light, pour dire que c'est lui qui
tue les gens, enfin, qui les supprime. Et du coup, il y a une grosse enquête judiciaire, etc. Un combat hyper épique et tout, avec les deux personnages incroyables. Regardez Death Note par pitié. Alors ensuite, j'ai lu les tomes 1 et 2 de Berserk, donc le manga. Alors je n'ai pas vu l'animé, mais j'ai vu les 3 films qui regroupent un peu l'animé, je crois. C'était 3 films en 3D, là, je sais plus trop ce que c'est. Mais j'ai vu ça, donc je connaissais vaguement l'histoire quand même, enfin même bien l'histoire. Mais je voulais tenter les mangas. Alors je me suis arrêtée au tome 2 parce que c'est autant en animé, je l'ai apprécié. En manga, il faut vraiment que ce soit quelque chose que j'adore de base parce que j'ai un peu plus de mal à m'y mettre. Donc j'ai un peu moins apprécié la lecture, même si c'était génial. Mais je continuerai, je pense pas, la lecture pour l'instant, tant que j'ai plein de choses à lire dans ma pile à lire, je me concentre sur ça plutôt que Berserk, mais je vous conseille beaucoup. C'est une histoire assez glauque, alors je pourrais pas vous faire un résumé, parce que je m'y connais très mal. En tout cas, je crois que dans le premier tome, en gros, on suit un homme qui s'appelle Guts, une espèce de guerrier super fort, machin. Mais je ne pourrais pas vous raconter le plot, en fait, parce que je confonds le manga et l'animé, je ne sais plus lequel est le début, parce que je crois qu'il y a des histoires d'ellipses, etc., de retour dans le passé, etc. C'est très gore, c'est sanglant, mais c'est génial, c'est un peu médiéval, etc. C'est très cru, même sexuellement, on voit tout, etc. Donc public averti, mais c'est vraiment super et c'est très recommandé. Je crois que c'est parmi les mangas les plus appréciés, donc vraiment je vous le conseille si jamais c'est votre cas, essayez. Ensuite, j'ai lu le tome 2 de Shugo Chara. Oui, vous allez vous moquer de moi, j'avais lu déjà le tome 1 il y a très longtemps et j'ai emprunté le tome 2 en médiathèque du coup. Shugo Chara, j'en parle vite fait parce que c'est pas la lecture de l'année, mais en fait de base, moi c'est l'animé, je regardais quand j'étais petite, donc en 2006 quand j'étais toute petite. Je regardais ça à la télé avant d'aller à l'école. C'est une petite fille en fait qui un jour se réveille un matin et elle a 3 petits œufs sous ses pieds en fait dans son lit. Et en fait c'est des œufs qui regroupent des petits gardiens qui s'appellent des Shugo Chara. En fait, il représente ta personnalité et elle en a 3 alors que tout le monde en a que 1 à chaque fois. Il représente sa personnalité un peu sportive et enjouée. Et un deuxième qui représente sa personnalité un petit peu créative, dessin, peinture. Et la troisième qui représente la cuisine, l'art de la cuisine, etc. Et sauf qu'il y a une société qui veut voler les œufs des gens pour trouver l'embryon, je crois qu'ils appellent ça. Genre l'œuf suprême qui donne des pouvoirs, je sais plus, mais c'est un truc un peu, pas bébé, mais c'est assez enfantin, quoi. C'est un shoujo des années 2000, très très jeune, etc. Mais moi, c'est toute mon enfance, et du coup, je voulais lire les mangas. Donc je l'ai lu, pas entier, mais je l'ai lu. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours vous y pencher. Donc ensuite, j'ai lu le tome 1 de Horimiya. Donc Horimiya, pareil, hein, c'est le même speech, je vais aller un peu vite parce que j'avais regardé l'animé, j'avais adoré. Donc j'ai commencé à lire le manga, j'ai lu que le tome 1 en médiathèque parce que j'ai pas continué et puis il était déjà emprunté, je crois. Horimiya, c'est ouais, slice of life, très simple, très basique, mais très drôle. Avec Ori, du coup, qui est une jeune fille en fait qui excelle à l'école, qui est super douée, qui apprécie tout le monde, vraiment hyper populaire, tout machin, mais en fait quand elle rentre chez elle, elle a une vie un peu plus compliquée parce que son père, lui, je crois qu'il est absent et sa mère, elle travaille beaucoup. Du coup, elle s'occupe de son petit frère, elle s'occupe de la maison, elle fait à manger, etc. Donc elle fait vraiment le boulot d'une femme au foyer, en fait, en plus de ses études, d'exceller, de faire des courses, etc. Donc vraiment, elle mène une double vie. Et cette vie-là, à la maison, elle essaye de la cacher à ses camarades à l'école parce qu'elle en a un petit peu honte. Et elle rencontre un peu malencontreusement pendant cette personnalité un petit peu femme au foyer, elle rencontre un de ses camarades, donc Miyamura, qui lui c'est tout l'inverse. À l'école il est introverti, il a les cheveux longs, il cache son visage, il est maussade, il donne pas envie, il est pas populaire. Et en fait quand elle le voit dans la rue, il a les cheveux relevés, il a des piercings, machin, il est hyper avenant et tout. Parce qu'il est juste timide à l'école, etc. Et du coup, il se lie d'amitié dans ce cercle privé où elle est un peu honteuse d'être femme au foyer, etc. Et lui, il est hyper avenant, etc. Du coup, il se lie d'amitié et il tombe amoureux. Et c'est slice of life, on les voit au lycée avec leurs amis, etc. C'est trop drôle, trop mignon. Franchement, je le conseille. Ensuite, j'ai lu les tomes 1 et 2 de Banana Fish. Encore une fois, j'avais déjà vu l'animé, j'ai emprunté les livres en médiathèque. J'ai lu tome 1 et 2, du coup, je crois que c'est des gros tomes vraiment épais. J'ai vraiment bien aimé, j'ai préféré l'animé pour être honnête, parce que les dessins, etc., c'est assez vieux, en plus, je crois que c'est années 80. Et de toute façon, en temps normal, je suis plutôt hypée animé. Mais c'est vrai que le manga est très sympa. Donc Banana Fish, c'est un peu compliqué l'histoire pour expliquer. C'est le Banana Fish, en fait, c'est une espèce de drogue à New York, je crois, Los Angeles, je crois que c'est New York, aux années 80-90. Et en fait, il tombe entre les mains de plein de gens, et il y a une espèce de mafia qui veut récupérer ce truc-là. Et on suit Ash, qui est, on va dire, l'un des membres de cette mafia, et Eiji, qui est, lui, un reporter japonais qui vient à New York pour faire
des reportages, je crois, sur la mafia new-yorkaise, ou je sais plus trop, mais ils finissent par se rencontrer. L'un qui est complètement un gangster hyper dangereux, machin, et l'autre qui est complètement pas du tout dans cet univers-là, qui est très mignon, trop mignon et tout. Et du coup, ils se lient d'amitié, et ils partagent un peu leurs univers respectifs, et plus, mais vous verrez en lisant, slash en regardant, c'est trop bien, franchement, foncez. Alors ensuite, pour enfin un truc que je n'ai pas déjà vu ou lu avant, la BD Comme un garçon, donc je connaissais pas du tout, j'ai trouvé ça en médiathèque dans l'année. J'ai lu les 5 tomes directs, je crois que c'est pas terminé, c'est encore en cours, mais j'ai lu les 5 tomes qui étaient disponibles. En fait c'est une fille je crois qui vit avec son demi-frère ou beau-frère, je ne sais plus, je crois que c'est demi-frère. En gros ils vivent en se faisant des petits défis tous les jours, donc des défis en mode vas-y, vole ça dans un magasin, ou fais ci, fais ça. Et en fait, un jour, son frère, enfin son demi-frère, du coup, beau-frère, je ne sais plus, pour la vanne, il lui dit de s'inscrire à la fac en tant que garçon. Donc elle prend une perruque, elle s'habille comme un garçon, machin, donc elle va dans des dortoirs de garçons et tout, et elle se fait passer pour un garçon à la fac. Donc vraiment, mais du début à la fin, quoi, elle se cache dans les douches, etc. Sauf qu'il y a son coloc de dortoir qui va découvrir que c'est une femme, et du coup il va la cacher, etc. Et puis c'est très mignon, c'est très rigolo, ça fait un peu... ça me fait un peu penser à Amour sucré dans le délire, genre au lycée, ou enfin, voilà, c'est à la fac du coup, mais ils les voient se marrer avec leurs potes. Il y a un mec qui ressemble à Nathaniel d'ailleurs, qui est trop mignon. Je sais plus comment il s'appelle, mais il est trop mignon. Et voilà, donc c'est très sympa, donc je vous conseille de le lire. Ensuite, j'ai enfin lu Le Petit Prince. Je ne l'avais jamais lu de ma vie, même si je connaissais l'histoire et que j'avais vu quelques dessins animés, j'avais jamais lu alors que c'est littéralement un tout petit livre comme ça, trop mignon. En plus là il y a des petites illustrations en plus, etc. Comment vous dire que c'est mon livre préféré de toute ma vie. C'est une histoire trop touchante, trop mignonne, qui s'adresse autant aux petits qu'aux grands. Je pense que ça s'adresse surtout aux grands qui savent garder cette part d'enfant que le Petit Prince privilégie en fait. Je vais pas raconter l'histoire du Petit Prince, je pense que tout le monde la connaît. Lisez le Petit Prince, regardez les films, faites n'importe quoi, mais il faut que vous connaissiez le Petit Prince, c'est trop doux, c'est trop pur. Et je pense que c'est important les messages qui en ressortent et le fait de garder son âme d'enfant, etc. Ce monde d'adulte un petit peu gris, un petit peu fade, lisez Le Petit Prince. Juste lisez Le Petit Prince. Alors cet été, quand je suis partie en vacances, j'ai emmené 2 livres. Donc le premier c'était un petit manga, donc Vinland Saga pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais emmené que le tome 1 il me semble. Pareil, j'avais vu l'animé et j'étais fan complètement, donc j'ai commencé à lire le manga. Donc Vinland Saga, époque viking, etc. Je crois qu'on est en Islande. On suit Thorfinn qui est un petit garçon au début, qui en fait, son père était un ancien membre, enfin un ancien viking en fait tout simplement, et il se retrouve, alors qu'il avait une vie paisible avec sa famille, etc., il se retrouve assassiné du jour au lendemain, et son fils est témoin de ça malheureusement, et du coup il décide de rester avec l'homme qui a tué son père pour se venger de lui, donc en fait il va voyager avec eux. Il part avec eux en voyage pendant des années pour apprendre à se battre, pour apprendre à être fort, à grandir, etc. pour, le jour où ça arrivera, pouvoir affronter l'homme qui a tué son père en duel, donc Ashelad, pour pouvoir l'assassiner et se venger de son père. Donc ambiance à fond viking, paysage magnifique, nordique, etc. Beaucoup de connaissances de combat, de vikings, etc. On a des références avec Bjorn, Ashelad, etc. Moi j'adorais, pourtant je déteste les vikings, c'est pas du tout mon... Enfin c'est pas que je déteste, mais la série viking, etc. c'est pas spécialement mon délire de base, c'est pas trop mon truc, mais alors là, l'animé il m'a complètement conquise, et du coup, j'ai lu le tome 1 du manga, et c'est génial, donc je vous conseille d'aller lire ou de regarder, mais c'est trop bien. Alors dans mes lectures de vacances, on a également le tome 2 d'Amour sucré. Alors oui, il y a un manga Amour sucré, déjà, c'est une sacrée information. Deuxièmement, oui, j'ai les tomes 1 et 2, parce que je crois que je les ai achetés sur Amazon. Je crois que je l'avais montré... je sais plus dans quel contexte. Ah non, c'était sur ma vidéo ASMR, j'ai fait le tapping sur le tome 2 d'Amour sucré. Bref, pourquoi je l'ai lu? Parce que c'était un challenge de lecture avec une couverture estivale, je crois, donc j'avais lu ça parce que j'avais rien d'autre sous la main. Ne lisez pas Amour sucré, hein. Limite je joue au jeu, mais c'est pas fameux, c'est un espèce de livre de manga dont tu es le héros, un petit peu, enfin t'as des choix à chaque fois, un peu comme dans le jeu, qui te donnent des illustrations, etc., avec des petits posters et tout. C'est pas ouf, c'est pas exactement la même histoire que le jeu, mais c'est pas ouf franchement. J'ai vraiment lu parce que ça me faisait marrer, mais voilà. Donc je le place comme ça, mais c'est pas à retenir. Et du coup le deuxième livre, donc là un petit roman que j'avais emmené en vacances, c'est Le Secret de Terabithia. Donc peut-être certains connaissent le film, parce que moi j'avais vu le film quand j'étais petite, je l'ai revu plusieurs fois parce que j'ai adoré ce film. Et j'avais tellement adoré que j'ai vu que ça venait d'un roman, donc je voulais le lire. C'est pas un très gros roman, je crois.
peut-être 200 pages, quelque chose comme ça, et c'est du jeunesse, donc ça se lit assez vite. On est sur un petit garçon qui s'appelle Jess, qui vit dans une famille très pauvre, au temps contemporain, mais ils sont très pauvres. Et en fait, un jour, dans son école, il y a une fille qui est une nouvelle qui arrive, qui est une fille, qui s'appelle Leslie, et il se lie très vite d'amitié avec elle parce qu'elle est fille de 2 écrivains. Et du coup, elle a grandi elle a été baignée dans l'imagination, l'imaginaire, etc., le fantastique depuis qu'elle est toute petite. Donc c'est une gamine très particulière qui invente son petit monde à chaque fois, partout où elle passe. Et il tombe complètement amoureux de son univers. Et du coup, ils se créent un univers à tous les deux, donc Terabithia, dans la forêt, avec un pont, des créatures, etc. Et ils créent leur petit monde ensemble, donc ces 2 enfants, je sais pas, 12-13 ans, 12 ans maximum, qui créent leur cabane dans la forêt avec tous les deux, et ils se créent leur monde, et c'est tragique et mignon. Mais âme sensible parce que la fin est trop triste. Alors pour continuer sur les lectures pas spécialement fameuses, mais qui faisaient partie de mon bingo de lecture, donc là c'était, je sais plus c'était quoi l'intitulé, mais j'ai lu la BD que j'ai reçue en anniversaire, je crois en 2019, la BD de Stranger Things. Donc sur une histoire de... On voit le côté de Will en fait, quand saison 1, vraiment saison 1, quand il est dans l'Upside Down, le monde à l'envers, je sais plus comment ils disent, mais on le voit du coup avec les monstres, etc. C'est sympa, je vais pas vous raconter le speech de Stranger Things parce que je pense que vous connaissez l'histoire, et au pire regardez la série Netflix, ça ira plus vite. La BD est très jolie, c'est très beau, les dessins reprennent vachement le style réaliste de la série, donc on reconnaît les personnages, etc. C'est très sympa, très mignon, enfin mignon non, c'est pas le mot, mais c'est très bien fait, lisez-le. Alors on arrive sur la fin de mes lectures avec mes 2 derniers romans plus un, je vous dirai après. J'ai lu Hannibal Lecter, Les Origines du Mal, forcément. Je vais pas épiloguer parce que j'ai fait, je crois que c'est ma dernière vidéo que j'ai faite sur le sujet, donc je vais pas épiloguer. Mais voilà, donc l'histoire de Hannibal Lecter avant qu'il devienne cannibale et le personnage lui-même. Donc on le voit pendant la guerre, quand il est petit, je crois que ça commence quand il a 8 ans et ça continue quand il en a 18-20. On voit grandir, on voit les horreurs qu'il vit, on voit ce qui arrive à sa famille, etc. et pourquoi il devient complètement cinglé en fait. Je vous conseille, c'est du adulte, Thomas Harris, c'est une valeur sûre, donc vraiment lisez-le. C'est pas si trash que ça et c'est assez compliqué à lire finalement, mais c'est passé. Et franchement l'histoire est géniale. Et il y a un film, mais ne regardez pas le film, il est mauvais. Et donc j'ai fini par enchaîner avec Dragon Rouge, que j'ai, je peux vous montrer parce qu'en fait Hannibal, Les Origines du Mal, je l'ai juste ici. Et j'ai d'ailleurs, j'ai reçu à Noël la suite qui est Hannibal tout court, donc là où on voit Hannibal Lecter en pleine activité je crois, ou alors, non c'est quand il est arrêté. Avec Mason Verger et tout pour les connaisseurs. Donc je l'ai pas encore lu, je le lirai quand je serai en phase Hannibal parce que là j'ai un peu fini. Donc ouais, Dragon Rouge qui est une lecture du point de vue de Will du début à la fin. On voit quasiment pas Hannibal dedans. C'est surtout l'histoire de Will qui est sur la piste du Dragon Rouge, donc en fait qui est une nouvelle enquête avec un homme qui se prend pour un dragon, etc. Enquête policière, on voit le côté de Will qui est un mec un petit peu pessimiste, un petit peu pas spécialement bien dans sa vie parce que il a été traumatisé aussi par son vécu avec Hannibal, donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais pareil, du adulte, c'est assez sombre, mais très intéressant, donc je vous le conseille également. Donc c'en est tout pour mes lectures 2024, mais attendez, ne partez pas, parce que en fait, je voulais vous parler de ma lecture en ce moment. Je pense pas que j'aurai la foi d'en faire une review, parce qu'il y a à la fois beaucoup de choses et pas grand chose à dire, mais en ce moment, depuis le 14 janvier, je crois, donc là, non, le 4 janvier, je sais plus, mais depuis début janvier, je lis Prince Captif. Alors Prince Captif, ça faisait longtemps que je voulais le lire, mon petit marque-page, donc j'ai commencé à faire des annotations, ça va pas se voir parce que il y a le dessin, mais vous voyez, j'ai fait des petites annotations, donc c'est mon premier livre avec des annotations, pardon, donc je suis très contente. Prince Captif, donc là c'est l'intégrale avec les 3 tomes, c'est pour ça qu'il fait presque 800 pages, je crois, ouais, 750. Donc les 3 tomes plus 3 ou 4 petits one-shots à la fin, donc je suis à la fin des one-shots, là il me reste 10 pages, trop envie de finir. Romance du coup entre ces 2 garçons-là, qui sont 2 héritiers du trône de leur royaume respectif, sauf que lui, en fait, il se fait trahir par son frère, qui décide de le destituer de tous ses titres et de l'enlever comme esclave de plaisir à Laurent du royaume de Verre. Donc ça c'est Damianos qu'on appelle Damen, et du coup qui est envoyé à Laurent, qui lui est vraiment un prince snob, froid, etc. Et on a une histoire de stratégie de guerre, de romance du coup entre les deux au fur et à mesure. C'est un Enemies to Lovers évidemment, bah cam de ouf. Royauté, etc. avec deux royaumes complètement différents. Et je voulais vous en parler, même si je l'ai pas terminé et qui rentre pas dans mes lectures de 2024, il rentrera dans ma première lecture de 2025 d'ailleurs.
Donc peut-être fin 2025, je vous ferai peut-être une review de mes lectures de 2025, qui sait. Il apparaîtra dedans en tout premier parce que c'est ma première lecture de 2025 et je suis complètement fan. Voilà, c'est un petit coup de cœur, je voulais vous montrer et puis il est très beau. Il m'a coûté très cher donc je voulais vous le montrer aussi. Mon petit bébé du jour, voilà, c'est tout. J'ai déjà beaucoup trop parlé comparé à ce que je voulais faire, pourtant il n'y avait pas tant de lectures que ça, mais j'ai voulu faire des petits résumés un petit peu à chaque fois pour quand même vous dire un peu de quoi ça parlait. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de lecture pour cette année 2025, même si tous les ans il y a une chier de livres qui sortent, toujours meilleurs les uns que les autres, mais vraiment j'ai lu pas mal de classiques aussi qui étaient très connus, qui devaient être lus quoi. Et voilà, je voulais vous faire un petit résumé et puis c'est aussi pour moi si jamais dans 10 ans j'ai envie de revoir un peu ce que j'ai lu en 2024 et puis j'aurai cette vidéo pour me rappeler et puis pour voir un peu l'avancée de mes lectures parce que c'est vrai que du coup j'ai recommencé la lecture seulement en février, donc ça fait 11 mois là seulement que je reprends la lecture un peu intensive entre guillemets, même si j'ai pas lu tant que ça en un an. Ça m'a fait beaucoup plaisir de vous partager ça et puis j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Un peu tard pour vous l'annoncer j'avoue. Bonne année, j'ai oublié de vous le dire bonne année parce que c'est la première vidéo de l'année 2025. J'espère que votre année se passera très bien, que ce sera une année riche en lecture. Moi j'ai très hâte, j'ai beaucoup de trucs à lire. Ma prochaine lecture je pense sera, je ne l'ai pas là mais je pense que je vais lire La nuit où les étoiles se sont éteintes. Pareil, très connu, faut que je lise. Donc on se retrouve pour une vidéo bientôt ou pas, je ne sais pas. Je pense qu'après, je ressortirai d'abord celle-ci et ensuite vous aurez la vidéo qui devait tomber à Noël. Ça n'a plus de sens, mais ça me fait vachement rire, du coup je vais quand même vous la poster. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. On se retrouve très bientôt. Bisous!